Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de ce journal, les émeutes qui se sont étendues de la Guadeloupe à la Martinique. La nuit dernière, les policiers ont été visés par des tirs à balles réelles sur les deux îles sans qu'il y ait de victimes. À La Réunion, à Matignon, ce lundi n'a pas réussi à calmer la contestation. Un conseil de défense sanitaire se tiendra ce mercredi en France. Il s'agit de décider, entre autres, si la campagne de rappel du vaccin doit concerner les plus de 40 ans, comme le propose et le recommande la Haute Autorité de Santé. La Macédoine du Nord décrète 3 jours de deuil national après un accident d'autocar. 46 personnes ont péri dans l'incendie de ce bus en Bulgarie. Il se dirigeait vers la Macédoine du Nord, d'où étaient originaires la plupart de ses passagers. Seuls 7 d'entre eux ont survécu. Et on commence avec la situation dans les Antilles. L'impasse toujours. La réunion de ce lundi à Matignon n'a pas réussi à calmer la colère en Guadeloupe, colère qui s'est étendue lundi à la Martinique. La nuit dernière, des tirs ont visé les policiers dans les deux îles. On fait le point de la situation en images. Des barrages en flammes sur les ronds-points de Martinique, avec des véhicules et des pneus qui brûlent. Une première nuit de tension à Fort-de-France, marquée par ces impacts de balles sur ce véhicule de police. Des tirs à balles réelles qui ont aussi visé cette voiture banalisée. C'est innommable. On peut avoir les revendications qu'on veut. De là à sortir les armes, à générer des situations où il pourrait avoir un policier ou un manifestant blessé, c'est totalement anormal. La justice a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Ce matin, certains habitants du quartier se sont réveillés le cœur lourd, avec la volonté d'appeler au calme. C'est un sentiment d'écœurement. Et en tant qu'habitante et enfant du quartier, je crois que là, on a franchi une limite là qu'il faut très vite redresser. La Martinique inquiète après une soirée de violence, tandis qu'à 200 km de là, en Guadeloupe, le dispositif policier est toujours aussi important dans les rues de Pointe-à-Pitre. Malgré une nuit plus calme que les précédentes, selon la préfecture, la tension reste forte. Les policiers ont été visés par des tirs, comme on peut l'entendre sur cette vidéo. On entend bien les répétitions qui sont caractéristiques d'une arme automatique, je dirais. Ce policier fait partie d'un des équipages pris pour cible. En observant autour de moi, j'ai constaté que la voiture avait été impactée. Donc forcément, on a un petit effet de sidération et là, vous respirez, effectivement, vous pensez à votre famille. Face à cette situation tendue, au couvre-feu et au blocage à répétition, certains Guadeloupéens espèrent du changement. Je commence à être fatigué de rester chez moi, d'être enfermé, quoi. Mais le combat est juste. Mais il faut que ça bouge, hein. Parce qu'il faut que l'économie reprenne. Il faut que plein de choses reprennent. On ne peut pas rester comme ça. Un contexte toujours compliqué alors que l'essence commence à être rationnée dans certaines parties de l'île. Ce mercredi à Paris se tiendra un conseil de défense sanitaire qui se penchera sur les mesures à prendre face à la flambée des contaminations en France. Les ministres vont devoir décider s'ils ouvrent la campagne de rappel du vaccin aux plus de 40 ans, comme le recommande la Haute Autorité de Santé. Sur ces rappels, les explications d'Aurélia Chopin de France 3. Dans ce centre de vaccination de région parisienne, 85% des injections sont des troisièmes doses. Il y a bien 3 doses sur 3. Principalement des personnes de plus de 65 ans, plus ou moins enclines à cette troisième injection. On n'a pas le choix. C'est pas obligatoire, mais ça revient exactement au même. Et voilà, on le fait. Dans la salle d'attente également, des moins de 65 ans souhaitent avoir leur rappel dès aujourd'hui, possible pour des raisons professionnelles. Je suis en contact quand même régulièrement avec les enfants et j'ai un vaccin de 7 mois qui date de plus de 7 mois. Donc je me dis que dans la période actuelle, c'était peut-être bien de refaire la troisième dose. En revanche, ceux qui n'ont pas encore l'âge ou les 6 mois depuis la deuxième dose sont congédiés. J'ai 5 mois et demi après ma deuxième dose. Et on ne peut pas me vacciner aujourd'hui, donc j'ai pris un rendez-vous au mois de décembre. Au 18 novembre, plus de 5 millions de Français avaient reçu une troisième dose. Un chiffre en constante progression, mais pas assez au goût de certaines communes qui ont décidé d'avancer l'âge de la troisième injection. Ici, à Antibes, c'est possible dès 50 ans. La proposition séduit. J'ai 50 ans.
Apparemment, je suis un des premiers de cet âge-là à être vacciné. Cette stratégie pourrait devenir nationale. La Haute Autorité de Santé et le Conseil scientifique préconisent d'avancer l'âge de la 3e dose. Le gouvernement doit se prononcer demain. Un accident de bus très meurtrier en Bulgarie la nuit dernière. 46 personnes, pour la plupart citoyens de Macédoine du Nord, ont péri dans l'incendie du véhicule. Il s'est embrasé après avoir touché la glissière de sécurité. Il y a seulement 7 survivants. La Macédoine du Nord a décrété 3 jours de deuil national. Harold Girard. Les restes calcinés du bus touristique sur cette autoroute bulgare témoignent du terrible bilan. Parmi les dizaines de morts, on compte 12 jeunes de moins de 18 ans, dont 5 enfants encore à l'école primaire. L'accident qui a eu lieu près de la ville de Bosnek, dans l'ouest du pays, est le plus meurtrier en Europe depuis 10 ans. Les causes restent inconnues. Des témoins disent avoir entendu une explosion. Nous cherchons à savoir ce qui a causé cette explosion. S'il s'agit d'une explosion à l'intérieur du bus ou d'une explosion causée par la collision du bus avec les glissières de sécurité. Cela nous renvoie aux principales pistes de l'enquête. Est-ce une défaillance technique du véhicule ou une erreur humaine qui a causé l'accident ? La plupart des victimes étaient originaires de Macédoine du Nord et revenaient d'une excursion en Turquie vers leur ville de départ, la capitale Skopje. Ce mardi, le Premier ministre bulgare a reçu en urgence son homologue macédonien. La seule chose que nous pouvons faire dans cette situation est de montrer notre compassion aux proches des victimes et présenter nos condoléances. L'audition des 7 survivants devrait éclaircir l'enquête dans les prochains jours. Le Premier ministre bulgare, lui, a d'ores et déjà rejeté la thèse d'un mauvais entretien de la chaussée, alors que son pays est souvent critiqué pour l'état de ses routes. La crise migratoire en Europe orientale. Le 12 novembre dernier, la Turquie annonçait que les ressortissants syriens, irakiens et yéménites seraient dorénavant exclus des vols directs vers la Biélorussie au départ de la Turquie. La Biélorussie, vous le savez, accusée de pousser ces migrants vers l'Union européenne. Certains migrants qui se trouvaient déjà sur le sol turc avant cette décision cherchent depuis de nouveaux moyens de rejoindre l'Europe. Nos correspondants à Istanbul, Ludovic de Foucault, Hussein Azad et Shadi Turk ont rencontré Safa, un jeune kurde irakien. Son témoignage entre peur du voyage, détermination et négociation avec les passeurs. Si vous allez en Europe, la police peut vous attraper et vous renvoyer en Turquie, mais pas en Irak. Alors vous pouvez essayer encore et encore et encore jusqu'à ce que vous y arriviez. C'est dans la discrétion de notre bureau que Safa a accepté de nous rencontrer et de nous parler à la condition de ne pas montrer son visage. Cet étudiant en comptabilité âgé de 21 ans est originaire du Kurdistan irakien. Il est arrivé en Turquie début novembre dans l'espoir d'obtenir un visa pour la Biélorussie et de là gagner la frontière polonaise. Mais le jour où il a obtenu le document, la Turquie a décidé de suspendre les vols vers Minsk pour les ressortissants de son pays. Depuis, il cherche d'autres moyens de rejoindre l'Europe et plus précisément l'Angleterre, sa destination rêvée. J'ai un plan maintenant. Il y a des gens qui emmènent d'autres personnes en Europe. Et maintenant, je vais aller en Grèce. Comment as-tu trouvé ces gens qui vont t'aider à aller en Grèce ? Ils ont des endroits dans la ville, comme des salons de coiffure. Vous y allez pour vous faire couper les cheveux et vous parlez aux gens dans l'arrière-boutique. Ça peut aussi être un restaurant, par exemple, ou un café. Un forfait pour l'Italie en passant par la Grèce coûterait $10 000, selon lui. Safa dit qu'il n'y a aucun avenir pour lui en Irak, sans emploi, sans perspective, mais il n'a aucune intention de rester en Turquie, où, dit-il, il n'est pas le bienvenu à cause de ses origines kurdes. Et quand nous lui disons que beaucoup d'Européens ne veulent pas l'accueillir non plus, voilà ce qu'il répond. Ce sont juste des mots. Vous pouvez aller en Italie, par exemple. La police va vous arrêter, vous mettre en quarantaine pendant 14 jours, et après, elle vous donnera un papier, et vous êtes libre. Bien sûr, Safa a peur du voyage, de la violence des policiers grecs, mais il nous dit qu'il ne remettra les pieds en Irak que pour 2 raisons, si le gouvernement changeait ou si sa mère mourait. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es parti, quand tu lui as dit au revoir la dernière fois que tu l'as vue ? Oui, bien sûr, elle pleurait. Mais je lui ai dit, je suis désolé, je veux changer ma vie.
Un manuscrit d'Albert Einstein a été vendu aux enchères pour 11 600 000 euros. Il s'agit d'un document de travail rédigé en 1913-1914 dans lequel on voit les prémices de sa théorie de la relativité générale. On vous explique en images cet engouement extraordinaire pour ce manuscrit. Ce sont des équations ultra complexes, griffonnées à la hâte sur du papier jauni. Un brouillon, mais un brouillon fabuleux, attribué à Albert Einstein. Dans ce document de travail de 54 pages, le célèbre physicien est à la recherche de cette théorie de la relativité qui va révolutionner la compréhension de l'univers. Tout à fait émouvant, je trouve, à la fois de voir cheminer un grand esprit et puis d'avoir dans les mains un objet qui est un bout d'histoire. Ces découvertes, c'était formidable en fait, et ça a toujours une influence sur le monde aujourd'hui. À cette époque, en 1913, Einstein est à Zurich en Suisse. Et avec son collaborateur et confident, l'ingénieur Michele Besso, il tâtonne. Sur les feuillets où Albert Einstein a écrit, on n'a pratiquement que les calculs bruts, que les formules, avec très peu d'explications, très peu de mots en fait. Alors que sur les feuillets où Michele Besso a travaillé, on voit qu'il y a beaucoup plus d'explications. Ensemble, ils sont à la recherche de cette théorie de la relativité qui va faire d'Einstein une superstar. À ce moment-là, Albert Einstein a publié ce qu'il appelle une ébauche de théorie de la relativité générale, mais il n'est pas encore certain qu'il s'agisse de la théorie définitive. Et pour s'en assurer, il doit la tester, cette théorie. Alors, comme le grand physicien jetait tous ses brouillons, l'histoire peut aujourd'hui dire merci à son proche collaborateur. C'est bien grâce à lui si ce précieux manuscrit est parvenu jusqu'à nous. Adjugé ce soir près de 12 millions d'euros, il fait le bonheur d'un acquéreur qui a préféré rester anonyme. Et on se quitte sur ce mystère. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. L'information continue sur France 24 et France Info.